y a une question que les ingénieurs soviétiques n'ont jamais semblé poser, non pas si une chose était réalisable, ni s'il y avait des ressources pour y parvenir, mais s'il fallait réellement le faire. Cette absence de filtre a transformé des décennies de développement en une collection de machines qui défiaient non seulement la logique et la physique, mais aussi le bon sens et, dans bien des cas, la sécurité de ceux qui les utilisaient. En Union soviétique, des projets qui auraient été abandonnés dès la première révision technique dans n'importe quel autre système avançaient sans frein, allant même jusqu'à la production. Le résultat fut une série de designs si extrêmes qu'il semble plus proche de la science-fiction que de l'ingénierie militaire réelle. Numéro 11. Le Dobun-Oka, un système d'artillerie automoteur qui a poussé la logique de la guerre froide à son paroxysme. Son canon de 20 mètres plus long que plusieurs chars alignés était conçu pour lancer des projectiles nucléaires de 748 kg à une distance allant jusqu'à 45 km. En termes de puissance, c'était intimidant. En termes pratiques, c'était un désastre. Chaque tir générait un recul si brutal qu'il endommageait sérieusement la structure du véhicule. La boîte de vitesse se détachait et le châssis subissait des déformations critiques. À cela s'ajoutait une cadence de tir ridiculement basse à cause du poids extrême des munitions. C'était une arme conçue pour inspirer la terreur, mais incapable de maintenir son propre fonctionnement. Elle n'a pas survécu au-delà des années 60, lorsque les missiles balistiques se sont révélés être une alternative bien plus efficace et réaliste. Numéro 10. Le Unkadik-7 Shati. Ici, l'ingénierie soviétique est entrée directement dans le domaine de la science-fiction militaire. Ce char ne tirait pas de projectiles conventionnels, mais utilisait une batterie de 13 lasers à rubis conçue pour paralyser les systèmes optiques ennemis et causer une cécité permanente à quiconque y était exposé. Chaque cristal de rubis était énorme, coûteux et technologiquement complexe, faisant de chaque unité un investissement considérable. Le système fonctionnait et c'était précisément là le problème. Sa capacité le rendait tactiquement dévastateur, mais aussi totalement illégal selon les accords internationaux interdisant les armes conçues pour causer une cécité permanente. Avec la chute de l'Union soviétique, le projet a disparu avant de pouvoir passer à l'échelle supérieure, laissant derrière lui l'une des armes les plus inquiétantes jamais conçues. Numéro 9. Le projet Zveno. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques ont tenté de résoudre un problème réel avec une solution radicale: l'autonomie limitée des chasseurs. L'idée était de transformer des bombardiers lourds en plateformes de transport aérien pour des chasseurs fixés à l'extérieur. Ces porte-avions volants transportaient les chasseurs jusqu'au champ de bataille, où ils se détachaient pour attaquer par surprise, chargés même de bombes. Le concept a été utilisé au combat avec un certain succès initial, prouvant que ce n'était pas seulement une folie théorique. Cependant, l'avancée accélérée de l'aviation a rendu l'idée obsolète en peu de temps. Les nouveaux chasseurs n'avaient plus besoin d'être transportés comme du fret, rendant un système aussi complexe inutile. Numéro 8. L'Antonov A-40. Si le Zveno semblait extrême, ce projet a poussé l'expérimentation à un autre niveau. L'idée était simple en théorie: doter un char léger d'ailes amovibles pour le transformer en planeur capable d'être remorqué par un bombardier et d'atterrir directement au combat. En pratique, le char se comportait aérodynamiquement comme un bloc informe. Lors du seul essai réel, la résistance générée était si grande que le bombardier ne pouvait maintenir ni son altitude, ni sa vitesse, obligeant à larguer le char plus tôt que prévu. L'atterrissage fut un succès, mais suffisant pour démontrer que le concept était irréalisable. Le projet fut annulé immédiatement, laissant comme héritage l'une des expériences les plus absurdes et courageuses de l'ingénierie militaire. Numéro 7. Le Milv-12, l'hélicoptère araignée qui transportait des bâtiments. Lorsque l'armée soviétique avait besoin de déplacer des charges qu'aucun hélicoptère conventionnel ne pouvait gérer, la réponse habituelle était d'en construire un plus grand. Le Mi-6 était dans les années 50 l'hélicoptère de transport le plus puissant au monde, capable de charger plus de 13 tonnes. Ce n'était pas suffisant. Ce dont les ingénieurs soviétiques avaient besoin, c'était d'un appareil capable de transporter des charges volumineuses qui ne rentraient dans aucune soute, des objets à la géométrie irrégulière devant être fixés à l'extérieur. La solution fut le Milv-12, un appareil aux proportions si extraordinaires que son surnom d'hélicoptère araignée est parfaitement compréhensible dès que l'on voit une photo. Ses 4 longues jambes de train d'atterrissage l'élevaient à presque 10 mètres du sol, assez pour que l'hélicoptère puisse littéralement marcher au-dessus de charges de grande taille, se positionner au-dessus d'elles, les accrocher à son fuselage et décoller avec tout l'ensemble.
La plateforme externe pouvait gérer jusqu'à 15 tonnes, plus que le Mi-6 dans sa configuration maximale, et sa conception permettait de transporter les objets aux formes les plus inhabituelles, des bus entiers aux bâtiments préfabriqués ou équipements industriels volumineux. Le spectacle de le voir voler avec un bâtiment suspendu sous le fuselage était si impressionnant que le V-12 était régulièrement présenté dans des meetings aériens pour démontrer les capacités de l'ingénierie soviétique. La production en série n'a jamais vu le jour, mais les 55 exemplaires construits dans les années 60 ont continué à opérer jusque tard dans le XXIe siècle. Une bonne paire de jambes, semble-t-il, n'a pas de date de péremption. Numéro 6. Le sous-marin 84 Yekaterinburg, la bombe faite de bombes. Des années 50 à 1997, l'Union soviétique puis la Russie ont construit un total de 245 sous-marins nucléaires, plus que toutes les autres nations du monde réunies. Cette statistique en dit déjà long sur les priorités du programme de défense soviétique, mais ce qui est arrivé à l'un de ces sous-marins en 2011 illustre mieux que n'importe quel chiffre la nature de ce que l'obsession nucléaire impliquait en termes de risque. Le 84 Yekaterinburg, un sous-marin lanceur d'engins de 167 mètres de long, propulsé par 2 réacteurs nucléaires et capable de transporter 16 missiles nucléaires, se trouvait en cale sèche pour un entretien de routine quand un incendie s'est déclaré dans l'échafaudage en bois entourant sa proue. Le feu s'est propagé à la coque même du sous-marin. Pendant plus d'une journée entière, les pompiers ont combattu l'incendie dans un contexte que tout officier de sécurité nucléaire décrirait comme l'une des situations les plus délicates imaginables. Un sous-marin nucléaire à terre, avec des réacteurs opérationnels et des missiles à bord, en flammes. À ce moment-là, le 84 ne transportait que 4 missiles au lieu de sa charge habituelle de 16, ce qui a considérablement réduit l'ampleur de ce qui aurait pu arriver. Si l'incendie avait atteint les systèmes de propulsion dans les conditions adéquates, les enquêteurs ont estimé plus tard que les conséquences auraient été comparables à celles de Tchernobyl. Le sous-marin a finalement été maîtrisé, réparé et remis en service. Mais cet épisode rappelle que maintenir 245 réacteurs nucléaires flottants simultanément n'était pas exactement une activité sans risque. Numéro 5. Le Mi-15 Belphégor, l'avion le plus laid du monde pour le travail le plus spécifique. Venu de Pologne, alors satellite de l'Union soviétique, il fut créé avec l'objectif raisonnable de moderniser l'aviation agricole du bloc soviétique. L'Antonov An-2, le biplan de traitement des cultures en service depuis des décennies, avait besoin d'un successeur. Ce que le Minsk proposa défie toute logique de conception aéronautique pour sa fonction. Au lieu d'un moteur à turbopropulseur conventionnel, les concepteurs optèrent pour un turboréacteur à double flux. Un moteur conçu pour des appareils nécessitant des vitesses élevées et de hautes altitudes. Installé sur un avion agricole devant voler lentement et bas au-dessus des champs. Le résultat visuel fut décrit par presque tous ceux qui l'ont vu comme l'avion le plus laid jamais construit par l'homme, un titre qu'il a obtenu de manière quasi universelle dans la presse aéronautique de l'époque. Le résultat opérationnel fut tout aussi décevant. Sa portée maximale était d'à peine 398 km, la moitié de celle de l'An-2 qu'il devait remplacer. Le moteur à réaction était incomparablement plus complexe et coûteux à entretenir que le turbopropulseur du modèle précédent. De plus, la disposition du fuselage limitait son utilité pour l'épandage, sa seule et unique tâche. L'Union soviétique prévoyait d'en fabriquer des milliers. La production fut stoppée en 1981 avec seulement quelques exemplaires achevés. L'une des rares fois où le critère économique a prévalu sur l'impulsion de poursuivre un projet qui ne fonctionnait manifestement pas. Numéro 4. L'écranoplan Claslun, le monstre qui ne volait ni ne naviguait, mais était plus rapide que les deux. Avec 43 mètres d'envergure et 8 turboréacteurs sur la proue, le Lun pourrait être confondu avec un avion de transport militaire géant. Ce n'est pas le cas. C'est un navire. Ou plus précisément, c'est quelque chose pour lequel aucun système de classification conventionnel n'a de catégorie satisfaisante. Le Lun est un écranoplan, un véhicule qui exploite l'effet de sol aérodynamique pour voler à quelques centimètres de la surface de l'eau sans jamais atteindre une altitude suffisante pour être considéré comme un avion opérationnel. À mesure que l'écranoplan avance, la pression de l'air entre ses ailes et la surface de l'eau crée un coussin qui le maintient élevé sans la portance aérodynamique classique. Le résultat est qu'il peut voler à 547 km/h, une vitesse qu'aucun bateau ne peut approcher, tout en transportant plus de 110 tonnes de fret. Et comme il vole si bas, au ras de l'eau,
Les radars conventionnels calibrés pour détecter des cibles à plus haute altitude ont un mal fou à l'identifier. Le Lune était équipé de 6 lanceurs de missiles anti-navires sur son fuselage supérieur, conçus pour détruire les porte-avions américains avant qu'ils ne s'approchent des côtes soviétiques. Un prototype est entré en service en 1987. À la chute de l'Union soviétique 4 ans plus tard, le programme fut annulé et l'unique exemplaire opérationnel fut amarré dans un port de la Caspienne où il rouille encore aujourd'hui, témoin imposant d'une ère révolue. Numéro 3. Le projet Équipe, la soucoupe volante qui consommait moins que n'importe quel avion de son temps. En 1978, alors que l'aviation commerciale explorait des variantes du même modèle de tube avec des ailes dominant depuis les années 40, un ingénieur soviétique, Lev Shchukin, proposa un design sans aucun rapport avec les avions existants. L'équipe était une soucoupe volante, pas au sens métaphorique, mais au sens littéral. Une structure elliptique, bombée sans fuselage distinct, sans ailes conventionnelles et sans aucune des caractéristiques que l'œil humain associe à un avion. La forme elliptique entière servait de surface de portance continue. Les turboréacteurs intégraient la propulsion à la génération d'un coussin d'air permettant de décoller de la terre comme de l'eau. Et les estimations de consommation étaient si basses qu'elles semblaient incroyables. 14 grammes de carburant par passager par kilomètre, contre 45 grammes pour les avions commerciaux de l'époque. Si ces chiffres avaient été confirmés en production, les implications économiques et environnementales auraient été révolutionnaires. Les plus grands modèles devaient transporter 400 passagers. Des versions mixtes pouvaient même transporter des passagers avec leur voiture. L'avenir de l'aviation aurait pu avoir une forme très différente. Mais le sort de l'équipe était lié à l'État qui le finançait. Et avec la fin de l'Union soviétique en 1991, le programme s'arrêta sans aucun prototype grandeur nature terminé. Numéro 2. Le Bartini-Beriev VVA 1.4, le véhicule qui a inspiré George Lucas sans le savoir. Conçu en 1972, le VVA 1.4 est probablement le véhicule soviétique que le plus grand nombre de personnes reconnaît sans savoir ce qu'elles regardent. Sa silhouette, avec 2 grandes capsules latérales et une configuration unique, a été reproduite avec une fidélité frappante pour le Faucon Millennium de la saga Star Wars, sorti en 1977, 5 ans après les premiers vols du VVA 1.4. George Lucas n'a jamais confirmé l'inspiration, mais il ne l'a jamais nié non plus. Au-delà de la référence cinématographique, le VVA 1.4 était un concept technique ambitieux. Le sigle signifie « avion amphibie à décollage vertical ». Il cumulait 3 capacités uniques, décoller verticalement comme un hélicoptère, voler à haute altitude comme un avion et voler au ras des vagues en utilisant l'effet de sol. Les capsules latérales créaient le coussin d'air en canalisant les gaz d'échappement des moteurs avant. Sa mission, détruire les missiles Polaris des sous-marins américains pendant la guerre froide. Son concepteur principal est mort en 1974 avant la fin du projet. Les 2 prototypes furent retirés en 1987. La franchise Star Wars, elle, est toujours bien vivante. Numéro 1. Les camions MAZ et l'évolution vers l'impossible. L'histoire de l'usine de Minsk montre comment un fabricant de tracteurs est devenu le producteur des machines terrestres les plus colossales jamais utilisées. Tout a commencé avec le MAZ 529, un camion tout-terrain capable de remorquer 34 tonnes. Cela a suffi à attirer l'attention de l'armée, qui a commandé le MAZ 535, un tracteur 8 par 8 de 9 mètres, capable de tout remorquer, des chars aux missiles. Jusque-là, c'était du lourd, mais reconnaissable. La suite reflète la course aux armements, les missiles devenant plus grands, les camions devaient suivre. Le MAZ 543 a répondu avec une cabine divisée en 2 modules séparés pour loger des charges très longues de 15 tonnes, et l'escalade a continué. Le MAZ 547, un 12 par 12 à 6 essieux, portait 62 tonnes, mais les fusées ont encore grandi. Le MAZ 7904 est arrivé avec 30 mètres de long, 6 de large et une capacité de 200 tonnes. La distance entre les cabines était telle qu'on aurait dit 2 camions reliés par accident. Enfin, le MAZ 7907 fut le point culminant. 24 roues motrices sur 12 essieux pour transporter des missiles de 100 tonnes longs de 22 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages couchés. La chute de l'URSS a stoppé le programme, mais ces monstres restent le résumé parfait d'une époque où, si le missile grandissait, tout le reste devait suivre. Une logique parfaitement cohérente avec ses propres prémices et absolument déconcertante pour tout regard extérieur. Ces 11 machines ne sont pas seulement des curiosités historiques d'un état disparu. Elles sont le produit d'une pensée qui valorisait l'audace au détriment de la prudence.
l'échelle au détriment de la viabilité et la démonstration de force au détriment de l'utilité pratique. Certains de ces projets ont échoué pour des raisons techniques prévisibles qu'une analyse préliminaire honnête aurait identifiées. D'autres ont échoué parce que l'État qui les finançait a disparu avant qu'ils ne soient achevés, et quelques-uns ont si bien fonctionné qu'ils sont encore utilisés des décennies après. Tous témoignent d'une époque où les limites de l'ingénierie étaient repoussées non parce que les problèmes avaient des solutions, mais parce que personne n'avait l'autorité de dire non.